C'est votre émission Temps fort, chers téléspectateurs. Le plaisir est pour moi de vous les présenter sur ces plateaux. Je ne suis pas seule. J'ai reçu pour vous M. Daniel Chikumba, ancien candidat aux élections présidentielles de 2018 et homme d'affaires. Avec lui, nous allons parler sur plusieurs actualités dans ces pays. M. Daniel, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok, M. Daniel Chikumba, après un bout de temps d'absence au pays, vous voici de retour. Est-ce une façon d'échapper à la politique congolaise? Pas du tout. Quand on se jette dans l'eau, c'est pour nager ou se noyer. C'est pas pour échapper. Donc je n'échappe pas à la politique congolaise. Aussi, j'entends que les autres continuent à réclamer le respect de la Constitution, de la vérité des élections. Vous êtes là, au pays, vous ne faites rien. Il y a quelqu'un qui a été élu pour 5 ans et qui a prêté serment d'être les garants du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution. Donc je ne vois pas ce que je peux faire avant la fin de son mandat et qu'on remette, comment dirais-je, le pouvoir au peuple. Du moins, se préparer, c'est pas aussi mal. Oui, on est là régulièrement, mais on ne passe pas généralement dans les chaînes de télévision pour parler. On travaille. D'accord, merci beaucoup. Parlons consensus. Jusqu'à présent, pas toujours de consensus à la désignation du nouveau président de la CENI. D'après vous, comment vous pouvez faire cette analyse? Et je pense que le consensus n'est pas obligatoire. Ça m'étonne et ça me déçoit un peu que les gens qui prétendent tous parler au nom de Dieu, c'est-à-dire le seul Dieu, il devait avoir une inspiration unique parce que ça vient du même Dieu. Ils ne parlent pas les mêmes langages. Et s'ils n'arrivent pas à parler les mêmes langages, je pense qu'il faut utiliser les voies démocratiques qui existent pour départager les gens. Quand il n'y a pas de consensus, ça veut dire passer au vote. Donc à votre place, vous allez proposer le vote? Absolument. Au lieu de perdre le temps à discuter sur le sexe des anges. Et que dites-vous de la démarche par l'intérêt des États-Unis de rechercher à renforcer la démocratie congolaise? Moi, je comprends que les États-Unis, qui est un pays démocratique depuis très longtemps, comprennent qu'il faut habituer la population congolaise à récompenser ou à sanctionner ses élus à une période, comment dirais-je, bien déterminée. Donc on ne peut pas s'attendre à voir les élections parfaites avec les 3 cycles électoraux que nous avons eus, 2006, 2011 et 2018, mais il faut continuer à encourager les Congolais à aller régulièrement aux élections et à force d'aller régulièrement aux élections, ils seront exigeants par rapport à la qualité des services publics que leurs élus sont en train de leur fournir. Je pense que c'est une très bonne démarche et j'encourage. Je suis dans, comment dirais-je, j'appuie les États-Unis et je suis dans la même logique. Dans la même logique, est-ce que cela signifie qu'il faut qu'ils déterminent le délai? Peut-être dernièrement, Mike Hammer a donné 72 heures. Est-ce que c'est dans ce droit ou bien nous sommes on peut dire que nous sommes encore sous la colonisation? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que les États-Unis comprennent bien qu'une nation, le ciment d'une nation, c'est la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution et les lois auxiliaires qui complètent cette Constitution. Et on ne peut pas chaque fois aller en dehors de la loi fondamentale pour trouver des consensus. Dans la Constitution, il est bien écrit que les élections doivent se dérouler après chaque 5 ans. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le délai de 72 heures qu'on sort. Je pense que l'ambassadeur américain est en train d'insister sur le respect de la Constitution et l'application de lois qui maintiennent une nation. Alors, il ne faut pas que les gens interprètent toujours tout à leur façon, mais nous pensons que les États-Unis d'Amérique est un des premiers pays à avoir introduit le système démocratique qu'on utilise aujourd'hui et c'est normal qu'ils puissent nous conseiller et la façon de nous conseiller, c'est nous dire exactement ce qu'eux ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont respecté la Constitution et ils ont renforcé l'application de lois. Moi, c'est dans ce sens que j'interprète la démarche de l'ambassadeur des États-Unis. Mais vous ne trouvez pas que toutes ces histoires empêchent un peu la bonne évolution de la population congolaise, quinoise en fait, je vais dire?
aussi longtemps qu'il n'y a pas toujours de consensus. Et le peuple congolais, les Kinois sont perturbés quant à ce. Mais le consensus par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous cherchez le consensus? Moi, je veux dire parce qu'il n'y a pas d'entente entre les deux camps des confessions religieuses. Écoutez, je venais de le dire ici. S'il n'y a pas consensus, il y a un autre mode qui peut être utilisé qui s'appelle le vote pour départager les gens quand il n'y a pas consensus. Il faut aller au vote. Et quel effort avez-vous fait peut-être pour intéresser cela? Mais je le dis tous les jours et je vous parle. Le dites où? Je le dis dans les médias, je le fais dans mes tweets. Dans les médias, c'est pas oui, mais allez voir qui. Parce qu'en fait, nous avons l'habitude de l'irrationalité dans la classe politique congolaise. Et malheureusement, cette irrationalité s'est élargie même dans les rangs des clergés. Vous vous rendez compte? Parce qu'en fait, parfois je suis étonné quand j'entends un homme de Dieu dire qu'il y a présomption de non-loyauté ou de corruption. Mais en fait, est-il réellement dans les secrets de Dieu pour savoir que cette personne sera corrompue ou cette personne a été engagée pour faire que celui-ci soit président de la République? Pas du tout. Ça, sont des discussions de bas étage. Et je pense que les hommes de Dieu sont des gens éduqués, sont parfois des universitaires et qu'ils savent qu'il ne faut pas faire une généralisation hâtive. C'est une erreur logique, n'est-ce pas? Donc, s'ils n'arrivent pas à avoir de consensus à cause de leur sympathie ou à cause de leurs propres émotions, pour éviter cela, c'est pour ça qu'on a créé un système d'une personne, une voix, une église, une voix. Ce n'est pas parce que je suis plus âgé que vous que ma voix dans l'urne sera beaucoup plus importante que la vôtre. Ce n'est pas parce qu'une église a beaucoup plus d'adhérents que sa voix dans l'urne sera plus importante qu'une église qui a des adhérents. Ok, donc je pense qu'on ne doit pas perdre le temps. Chaque fois, on perd le temps. J'étais en train de revoir ici ce qui s'est passé en 2018. Oui. En 2018, il y avait des communiqués de tout genre. Il y avait des marches contre la machine à voter. Le comité laïque de coordination avait même publié un document que j'ai lu il y a 2 jours. 10 raisons pour ne pas utiliser la machine à voter. Mais ce comité laïque de coordination est allé voter avec la machine à voter. N'est-ce pas? On était en train de perdre le temps inutilement. Et il y a des questions essentielles qui doivent intéresser les Congolais et les politiciens congolais. Vous vous rendez compte qu'en 2018, il y avait un fichier électoral avec des électeurs sans empreinte digitale. Et c'est chez l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à l'époque que je suis allé apprendre que s'il n'y avait pas des empreintes, c'est parce que les chefs de bureau d'enregistrement étaient en train de mettre son empreinte pour ne pas perdre le temps à prendre les empreintes. Pourquoi ces informations n'étaient pas au niveau des politiciens congolais? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'irrationalité dans la façon de faire la politique en République démocratique du Congo. C'est pour éviter ces irrationalités-là que les démocraties qui ont évolué ont mis en place ce qu'on appelle la constitution, qu'on appelle la loi fondamentale, les pactes sociaux et les lois, parce que les lois sont impersonnelles. Et je pense que le président de la République devait effectivement faire respecter les serments qu'il a fait avant d'être président de la République, de faire respecter la loi fondamentale et d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. Comment il peut être le garant du bon fonctionnement des institutions si chaque fois qu'on parle des institutions, on est obligé de faire une démarche extra-institutionnelle, une démarche qui viole la Constitution? Parce qu'aujourd'hui, les négociations pour la nomination ou la désignation des animateurs de la CENI, ça doit se faire conformément à la loi sur la CENI. Et ça doit rester comme ça. Ça ne demande pas de discussion. Si cette loi est mal faite, nous qui sommes dans l'opposition, nous devons aller devant la population lors des prochaines élections pour leur dire que cette loi de la CENI est mal faite. Votez-nous. Quand on va aller au Parlement, on va la modifier.
Mais il ne faut pas, chaque fois qu'on approche des élections, on voit plusieurs petits groupes qui se créent pour créer des retards, pour dire qu'on est en glissement. On est en train de passer le temps inutile. Donc, vous voulez dire que la gouvernance de Félix Tshisekedi n'est pas bonne? Écoutez, en quelque sorte, je suis citoyen congolais. Oui. Ok? Oui. Et je pense que je suis exigeant par rapport aux services publics que les gouvernants sont en train de m'offrir. Jusqu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je n'ai pas de carte d'identité. D'ici 2 ans? Non. Écoutez, je dis, Ok. je n'ai pas de carte d'identité. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, Oui. je vais évaluer le président de la République par rapport à ses propres mots et ses mots dans son plan accéléré de lutte contre la pauvreté. Il a promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. On attend qu'il nous dise ce qu'il a fait. On a commencé par... Oui, mais attendez, il ne faut pas m'amener dans un débat où vous me demandez de justifier. J'ai dit, j'attends. Mais c'est seulement ça que vous attendez, aussi longtemps qu'il a quand même déjà fait un pas à autre chose. Il a fait quoi? Vous voulez toujours amener les gens dans des débats qui ne sont pas rationnels du Monsieur tout. Daniel, je parle de la gratuité de l'enseignement. C'est pas un pas fait de la part du président de la République. Non, vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Oui. Combien d'élèves? Aujourd'hui, quand même, je ne vais même pas discuter de ça parce que je trouve que c'est un débat qui n'entre même pas dans la vision de l'actuel président de la République quand il a fait oui. Oui. Allez-y. Oui, vous me suivez s'il vous plaît. Oui. J'ai son plan de campagne. Oui. Ok? Et j'ai lu tous ses discours. Dans son plan de campagne, il était question de vaincre la pauvreté. Il a pris en cours de route la gratuité de l'enseignement qui est reconnue par la Constitution de la République démocratique. Qui n'avait jamais été exploitée. Bon, même si, mais c'est dans... Il ne faut pas dire que c'est lui qui a inventé la gratuité. Il n'a pas inventé quand même, il a exploité. Il a fait un je pas ne vais pas que passer, les autres n'aillent pas. Non, je ne vais pas passer mon temps sur cette histoire. Je ne vais vraiment pas passer mon temps sur cette histoire. Moi, je sais qu'il a promis de vaincre la pauvreté. J'attends. Et je suis en train de voir ici en République démocratique du Congo, et je vais voir à la fin de son quinquennat, comme il a promis, s'il y aura 20 millions de Congolais qui vont sortir de la pauvreté, de l'extrême pauvreté. Il a reconnu lui-même dans son discours que le taux de pénétration d'électricité dans les grandes villes était de 10%, oui. Et dans le village, c'était de 1%. Je veux voir que les statistiques que lui-même va nous donner. C'est à partir de ces moments que je vais dire si sa gouvernance était de qualité ou pas. Et on posera la question à la population congolaise si elle est plus heureuse en 2023 qu'elle était en 2018. L'opinion de Shekomba ne peut qu'être une opinion personnelle. Normalement. Voilà. Et la vôtre aussi, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Parlons un peu d'Osiram. Êtes-vous pour ou contre la suppression? Écoutez, moi-même, je suis technicien. Oui. Et je parle ici comme quelqu'un qui se prépare à gouverner le pays. Oui. Je pense qu'il ne faut pas faire du populisme inutile. Je suis dans le secteur des télécommunications depuis peut-être plus de 25 ans. Et je sais qu'à l'époque, le gouvernement gagnait beaucoup d'argent ou un peu beaucoup d'argent avec la terminaison d'appel, voix. Et depuis que les réseaux sociaux ont commencé, les gens préfèrent appeler par WhatsApp pour faire des échanges multimédia que d'utiliser la voix. Normal. Et donc le gouvernement a perdu beaucoup d'argent. Et moi je pense que le gouvernement devait compenser. Mais là où je ne suis pas d'accord avec la façon de faire des rames, mais là aussi il faut trouver une façon de faire. Ça veut dire, moi j'avais proposé qu'on puisse facturer les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent en faisant la publicité sur les nombres d'utilisateurs. On regarde combien d'utilisateurs on a en République démocratique du Congo et combien les réseaux sociaux peuvent nous rétrocéder de cet argent pour alléger la charge
les consommateurs congolais. Mais dire tout simplement qu'il faut supprimer sans proposer pour compenser la perte financière que les caisses de l'État vont avoir, c'est irresponsable de la part des parlementaires. Je pense que c'est plus populiste. Non, c'est peut-être le ministre qui ne sait pas bien expliquer et si, il s'explique bien devant les élus. Parce qu'ils lui attendent pour l'expliquer, mais il ne fait que reporter. Ça, tout cela aussi dépend de la manière d'expliquer la chose. Écoutez, je ne suis pas le conseiller des ministres. Je viens de le dire ici. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui se prépare à gouverner ce pays demain. Donc je suis en train de prévoir où est-ce que l'État, comment l'État va encaisser beaucoup d'argent pour payer ses fonctionnaires, pour supporter la guerre à l'est du pays, pour supporter la gratuité de l'enseignement et ainsi de suite. Si aujourd'hui la terminaison d'appel qui était en train de renflouer les caisses de l'État est en train de disparaître. Donc, quand on discute, quand on veut devenir député national, quand on veut devenir ministre, on doit se préparer, on doit connaître ces dossiers. Quand on parle du RAM, est-ce que le problème c'est les RAM ou le problème c'est la personne qui paye la facture? Moi je pense que le problème ce n'est pas cette redevance des RAM, mais qui paye cette facture? Et comment on peut éviter à la population congolaise de payer cette facture tout en gardant les entrées financières dans les caisses de l'État au niveau des ministères des télécommunications? Donc, je pense que c'est du populisme. Okay. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont en train de condamner les ministres pour avoir, comment dirais-je, accepté les redevances pour renflouer les caisses de l'État et faire face aux exigences du fonctionnement de la République, ont pris des palissades et que personne n'en parle. Profitons de ça. Comment trouvez-vous la politique de Martin Fayulu Muzito? Écoutez, moi je laisse Martin Fayulu Muzito faire leur politique. Ok? Comme on fait son lit, on se couche. Voilà. Alors, l'insécurité persistante à l'est de la République malgré l'état de siège décrété par le chef de l'État. Peut-on parler d'une complice pour ça? Au début, comme je l'ai dit, moi j'étais contre l'état de siège. Mais de toutes les façons, la décision a été prise. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir soutenir nos forces armées congolaises, leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent mettre fin à cette insécurité. Même une maladie dans l'organisme d'un homme ne se guérit pas en une journée. Oui. Voilà. Donc, il faut continuer à soigner la maladie. Ce n'est pas parce que les patients qu'on est en train de soigner ne se guérissent pas qu'il faut arrêter de les soigner. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de soutenir nos militaires qui sont au front en train de rétablir la paix en République démocratique du Congo en leur donnant tous les moyens. C'est quand nous allons gagner cette guerre que nous allons discuter sur les conséquences de cette décision. Ce n'est pas maintenant que nos frères, nos sœurs, nos enfants sont au front en train de se battre pour notre sécurité que nous allons arrêter de le soutenir parce que nous n'étions pas d'accord sur l'état de siège. Alors, je rappelle pour vous que j'ai reçu M. Daniel Chikumba, ancien candidat aux élections de 2018 et aussi homme d'affaires. M. Daniel, comment appréciez-vous le travail de l'IGF? L'IGF pouvait aussi nous garantir les rentrées financières dans les caisses de l'État. Et on pouvait peut-être dire, parce que l'IGF est en train de récupérer beaucoup d'argent qui a été volé, nous pouvons supprimer la taxe des RAM. Mais aujourd'hui, l'IGF est en train, soi-disant, de déclarer beaucoup de montants qui ont été, soi-disant, volés. Mais qu'est-ce que l'IGF a ramené concrètement dans les caisses de l'État? C'est l'efficacité d'un service qui compte. Ce n'est pas l'histoire sur les services que nous devons faire, n'est-ce pas? À quoi ça nous sert aujourd'hui de savoir que tel a volé 100 millions de dollars et que cette personne a des biens qu'on ne sait pas saisir pour vendre aux enchères et récupérer l'argent, mettre dans les caisses de l'État? Moi, je pense que le travail de l'IGF
est totalement inefficace. Inefficace. Ouais. Aussi longtemps que nous n'allons pas voir dans les entrées financières des trésors publics une rubrique où on dit l'IGF a récupéré autant de millions de dollars de ceux qui ont volé, pour moi, ça sera de la théorie. Mais pourquoi l'IGF ne publie pas déjà? Faut-il publier cela? Oui, absolument. Comment on mesure l'efficacité d'une action? On dit, voilà, il y a 15 milliards de dollars qui ont été pillés, volés par les anciens dirigeants. N'est-ce pas? Oui. Avec le travail de l'IGF, nous avons récupéré 1 million, 2 millions, 3 millions. Et en ce moment, nous allons savoir que sur les 100% de l'argent volé, on a récupéré 1%, 2%, 3%. Je suis, comme je dis, un homme rationnel. Ok? Ça veut dire, aussi longtemps qu'on me dira que les anciens dirigeants ont volé 100 milliards de dollars, à quoi ça me sert de les savoir si on ne sait pas récupérer pour remettre et destiner cet argent là où il devait partir? C'est-à-dire dans l'amélioration des services publics fournis à la population congolaise. Donc, si je vous comprends bien, jusqu'à présent, vous n'êtes pas satisfait du régime en place. Je répète encore. Oui. Le président de la République a été élu sur base d'une offre politique qui est différente de la mienne. Ok. Et donc, moi, je ne suis pas, comment dirais-je, là pour soutenir une offre politique qui n'est pas la mienne. C'est clair, je suis dans l'opposition et mon opposition ne se fait pas de façon péremptoire. Je suis en train de collecter les éléments, ok, rationnels, pour pouvoir évaluer avec la population si le travail a été bien fait ou s'il n'a pas été bien fait. Comme je l'ai dit dès le départ, l'opinion de Shekomba, c'est l'opinion personnelle. Et ce qui sera plus important, c'est l'opinion de la majorité congolaise. Cette majorité est-elle plus satisfaite aujourd'hui qu'il y a 5 ans? C'est ça la question qu'il faut poser aux Congolais en 2023. Si les Congolais sont contents, sont plus heureux en 2023 plus qu'en 2018, ils vont récompenser la personne qui est au pouvoir. À chaque régime, les Congolais ne sont jamais satisfaits. Oui, mais alors, non, mais c'est pour ça que nous voulons qu'on remette à intervalles réguliers le pouvoir aux Congolais pour qu'ils évaluent leurs élus. C'est très important. Comment pouvez-vous dire ça aussi longtemps que il y a aussi le régime passé et ce régime, quand même, il y a aussi beaucoup de défis à relever, que le régime en place est en train de fournir des efforts avec son gouvernement de warriors, peut-être afin, si en 2023 il ne sera pas réélu et que le nouveau président, le nouveau régime qui sera en place pourra quand même continuer à mieux faire les choses. Vous savez, je suis gestionnaire de plusieurs entreprises, ok? Oui. On hérite les passifs et les actifs, n'est-ce pas? On hérite les passifs et les actifs de ses prédécesseurs. On ne peut pas continuer à dire que ce sont mes prédécesseurs qui ont fait ceci quand on a soi-même la possibilité de corriger. Pas facilement. Non, mais pas d'un coup. Nous ne devons pas réfléchir comme ça. Je vous parle comme un gestionnaire. On hérite les passifs et les actifs. Et je me rappelle encore du discours du président Sassou Nguesso lors de la conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. Il avait assumé la gestion de tout le monde. C'est ça qu'on appelle la responsabilité politique et la responsabilité du leadership. Il a dit tout ce que vous avez décrit ici, c'est vrai. Mais comme les gens qui ont commis ces actes ne sont plus là et que j'occupe la fonction qu'ils occupaient, au nom de toutes ces personnes-là, moi, j'assume. Il ne pouvait pas dire ce que vous avez dit, c'est le président Gwabi qui a fait, ce que vous avez dit, c'est le président Yombi Opango qui l'a fait, mais ils ne sont plus là pour répondre, pour parler d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Lui, il occupe la même fonction que ces personnes-là, il a assumé. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un homme d'État et un homme politique, un leader. Il ne faut pas toujours être là. Quand vous prenez le pouvoir, vous prenez pas seulement les actifs,
mais vous prenez aussi les passifs. Mais pourquoi vous ne devez pas corriger ces passifs-là, les transformer en actifs? Parce que vous avez la possibilité et vous avez le pouvoir de le faire. C'est parce que vous êtes gestionnaire, vous le dites facilement, mais tout le monde n'est pas gestionnaire. Oui, mais quand on n'est pas gestionnaire, pourquoi on doit vouloir gérer les services publics? Vous ne me direz pas que tous les présidents, tous les régimes passés ont été des gestionnaires? Non, mais attends, ce n'est pas ça la discussion. On parle sur des fondamentaux. Ah oui. Ok? Avant de pouvoir aller jouer au football, il faut avoir le talent de footballeur. Avant d'être gestionnaire de quoi que ce soit, il faut avoir, n'est-ce pas, la connaissance de gestionnaire. Sinon, vous êtes en train de vous tromper de chemin. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui disent que le régime de Kabila a fait 18 ans, ils ont détruit consort, Kabila a transféré le pouvoir de façon pacifique, et en transférant le pouvoir de façon pacifique, il a transféré les actifs et les passifs. Donc, nous n'allons pas passer notre temps à regarder ce que le président Kabila a fait. Tout ce que nous regardons maintenant, c'est celui qui occupe la position qu'il occupait et qui doit assumer pourquoi il n'avait pas dit dès le départ que, étant donné que vous me transférez cette fonction présidentielle qui a beaucoup de passifs, je ne saurais pas résoudre le problème, je ne le prends pas. Dès qu'il l'a pris, il a pris les passifs et les actifs. Il doit avancer. Monsieur Daniel Chikumba, nous sommes prêts vers la fin de cette émission. Une dernière question avant de boucler complètement. Un mot sur l'exploitation de minerais au Sud Kivu. Qu'est-ce qui est bien fait en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour? Je me pose la question. Parce que déjà, on est en train de parler de la qualité du leadership. On est en train de parler de l'expertise de gestion. On est en train de parler des raisons pour lesquelles les gens viennent en politique ou ne viennent pas en politique. Et si on répond à toutes ces questions, on saura que nous faisons beaucoup de choses pour de mauvaises raisons. Ok? Je ne suis pas ici pour donner les cours de politique, mais je vais tout simplement vous dire que gérer un État, ça veut dire gérer les territoires, gérer la population, n'est-ce pas? Et donner les services publics de qualité à sa population. Et pour donner les services publics de qualité à sa population, il faut avoir des ressources financières. Et ces ressources financières viennent de la façon dont on gère les ressources naturelles, les ressources intellectuelles, les ressources industrielles qui sont dans le pays. Et si on ne sait pas bien gérer ces ressources naturelles, on ne sait pas bien gérer ces ressources intellectuelles, on ne sait pas bien gérer ces ressources industrielles, on ne pourra jamais fournir un service de qualité à sa population. Il faut que tout le monde comprenne. Nous pensons que faire la politique en République démocratique du Congo, c'est insulter le président de la République, c'est crier à la télévision comme quoi rien ne s'est fait. Non, avant de venir en politique, il faut se préparer. Savoir quelle est la taille du territoire, quel est le nombre de la population, quelles sont les ressources que nous avons sur le plan naturel, sur le plan intellectuel, sur le plan industriel. Quels sont les besoins de la population? C'est quand on arrive à ce niveau qu'on commence à réellement faire la politique. Malheureusement, on n'est pas encore à ce niveau en République démocratique du Congo. On est encore dans la politique archaïque, la politique que j'appelle moyenâgeuse, où la gestion de la chose publique se fait de façon irrationnelle. Et pour garantir cette façon de faire irrationnel, on confisque les libertés de tout le monde. Si vous n'êtes pas avec le président de la République, vous êtes dans l'opposition. Je suis très étonné chaque fois quand les gens me disent « Oui, vous avez pris position pour le président de la République parce que vous ne le condamnez pas. Combien d'argent il vous a payé ?» Mais est-ce qu'on doit me payer pour aimer mon pays? C'est la question que je pose aux gens. Est-ce qu'on doit me payer pour aimer mon pays? Même pas. Ben voilà. Alors, pourquoi les gens peuvent même imaginer
que quand vous dites qu'il faut soutenir les militaires des forces armées congolaises qui sont au front, c'est que on vous a payé pour dire que vous soutenez l'état de siège. Si vous dites que nous ne devons pas perdre le temps avec les discussions sur le sexe des anges pour mettre en place la Commission électorale nationale indépendante, on vous a payé pour dire cela. Mais je dis clairement, aussi longtemps que nous serons humains, nous aurons des sympathies pour les uns et l'antipathie pour les autres. N'est-ce pas? Où est-ce qu'on trouvera des personnes qui seront totalement dépolitisés, qui n'auront pas de sympathie pour certains candidats et de l'antipathie pour d'autres dans ce monde ici. On est en train de perdre le temps inutilement. Je le répète encore devant vous, je ne peux pas être payé pour aimer mon pays. Tout ce que je fais, je le fais par amour pour mon pays. J'ai investi mon argent pour être candidat président de la République, mon argent. Qu'est-ce que les gens ne font pas par amour? Il y a des gens qui achètent des bagues de fiançailles de 2 millions de dollars par amour. Certainement. Alors, pourquoi moi je ne peux pas dépenser l'argent que j'avais dépensé par amour pour mon pays? Il faut que quelqu'un me paye pour le faire. C'est insultant. Et malheureusement, ça vient des gens qui se disent intellectuels congolais. Grand merci de vous recevoir sur ces plateaux. Nous sommes pratiquement à la fin, avant de nous séparer. Je pense que le président de la République doit tout simplement faire respecter les serments constitutionnels d'être les garants de bon fonctionnement des institutions. Et pour être les garants de bon fonctionnement des institutions, il doit faire respecter la Constitution et les lois qui accompagnent par rapport à toutes choses. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a un problème, sortir de la Constitution pour trouver des arrangements particuliers. On ne va pas faire vivre la démocratie dans ce pays. Ok? Oui. Tout ce que je souhaite est que les Congolais aient la possibilité de régulièrement évaluer leurs élus par rapport à la qualité de la gouvernance qu'ils ont offert et par rapport à la qualité des services publics que les électeurs ont reçus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je rappelle que vous avez reçu M. Daniel Chikumba, qui est ancien candidat aux élections de 2018 et pratiquement homme d'affaires. Nous sommes pratiquement à la fin. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a soutenu derrière la caméra. Je vois Dolphin Toudoula. Un grand merci à celui que j'appelle Montréal, mon réalisateur Guy Lamayamba. Un grand merci à toute la hiérarchie CBS. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.